Parce que, in fine, pourquoi est-ce qu'on monitore et qu'est-ce qu'on veut traiter dans tout ça? Est-ce que c'est mettre de la pression dans l'artère radiale ou dans l'artère fémorale, ou est-ce que c'est réfléchir autrement et aller un petit peu plus loin? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation honnête et rigoureuse de l'utilisation d'une technologie qui évolue formidablement au plan technique et qui reste avec ses limites au plan pratique et que tu as très bien résumé. Est-ce que c'est possible de dire qu'on fait de l'écho Doppler? Parce que je trouve que M. Doppler est saqué dans l'écho tout le temps. Et moi, je trouve ça anormal parce que c'est lui qui apporte le plus de renseignements. Ok, on voit l'écho-tracking maintenant permet de faire, mais si on n'avait pas l'aspect circulatoire de l'imagerie donnée par l'écho, on en tirerait des renseignements beaucoup moins intéressants. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, c'est une injustice pour Monsieur Doppler. C'est une injustice. J'ai été très injuste avec lui, c'est vrai. Que quand on parle d'hémodynamique, c'est quasiment 80% de Doppler. Tu as totalement raison. Par contre, quand on parle d'état de choc et d'échographie visuelle, comme on va le faire tout à l'heure, là, par contre, on parle plus de Doppler. Mais là, dans cet exposé, effectivement, c'est une injustice, c'est du Doppler. D'accord. Donc c'est bien, c'est discontinu. Et on s'en sert, à ton avis, finalement, parce qu'on est alarmé d'une situation que l'on a détectée. Moi, je suis atterré de voir que le monitorage en France, et pas qu'en France, hein, c'est pas spécifique à la France, c'est la fréquence cardiaque, parce qu'en gros, les infirmières mettent les patchs et qu'on a des scopes obligatoirement équipés de ça, et puis la pression artérielle. Or, ça, on rentre dans des chutes drastiques d'intensité de monitorage, y compris dans des secteurs où les malades sont graves, où il y a des anomalies, on va dire, hémodynamiques parmi le syndrome global. Je note que le monitorage est faible, de plus en plus faible. Au fur et à mesure que c'est de plus en plus facile d'avoir des outils moins invasifs, plus aisés à mettre en place, moins on monitore. Alors là, je suis, moi, dans une inquiétude majeure parce que monitorer, c'est formidable. Si on ne le fait pas, on est les yeux bandés. Et quand on a monitoré et qu'on le fait bien, il faut une certaine culture, connaissance intégrative pour pouvoir prendre une décision qui soit proactive, comme tu le recommandes à juste titre, soit réactive parce que la situation est ennuyeuse, soit parce qu'on veut évaluer si notre traitement a été efficace, enfin, fait des choses positives. Donc ça, c'est un point qui me paraît très important. Tout à fait. Moi, je pense que la réalisation d'échographie n'empêche pas, au contraire, la mise en place d'un monitoring continu. C'était l'objet de ma conclusion. Les deux doivent aller ensemble. Les bons élèves ont des bons outils, mais ils ont plusieurs outils. Donc, il faut associer les moyens de monitorage. Et juste au plan pragmatique, si vous m'autorisez, Monsieur le Président, de la session, c'est discontinu. Bon, ça... Je suis d'accord que ça va peut-être pas changer tout de suite. L'échographie Doppler est discontinue. Est-ce qu'elle est discontinue aussi dans les membres de l'équipe? Parce que moi, je vois que les membres de l'équipe en réanimation, ça dure pas comme dans le passé, où on restait 30 ans en réanimation. De nos jours, on fait quelques années en réanimation, éventuellement quelques années ailleurs. On y revient éventuellement aussi, mais enfin, on voit bien qu'on n'y passe pas sa vie, quoi. Et donc, il y a un turnover assez important. J'observe que les gens formés à l'écho, même si la pénétrance de la formation est très importante, formés à l'écho de base, je dirais, est très importante. Est-ce que tu penses qu'on est homogène pour la garde 24-24, 7 sur 7, 365, 365 et quel est l'impact de cette hétérogénéité éventuelle des membres de l'équipe? Comme on pourrait dire à l'Olympique de Marseille, il y a des périodes pour et des périodes contre. Exactement, c'est une très bonne question. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut associer. Il y a une hétérogénéité, effectivement. Il y a de plus en plus de gens formés, certes, mais quand sur un tableau de garde, il y a 15 ou 20 personnes, il y a forcément une hétérogénéité. C'est pour ça qu'il faut associer avec un monitoring discontinu. Et par contre, si un événement grave, une détérioration brutale se produit, là, normalement, l'ensemble des membres de l'équipe doit être capable de faire de l'écho de débrouillage visuel à visée diagnostique. Et après, pour le monitoring hémodynamique précis, d'avoir une thermodilution ou une soin de Ganz en rescue, c'est probablement les meilleures pratiques pour les malades les plus instables. Moi, je reprends juste la main. Je pense que
Le monitorage discontinu échographique est extrêmement séduisant parce que la iatrogénie est extrêmement faible en pratique et donc et on en tire énormément d'informations. L'hétérogénéité du signal qu'on va récupérer en fonction de l'opérateur et en fonction de sa formation est un point qui est évidemment embêtant. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que dans notre algorithme de prise en charge, si on introduit l'échographie, on mette aussi un critère qualité de l'opérateur qui fournit l'information pour qu'ensuite on valide ou pas, il prend la garde, ce signal est pertinent ou pas pertinent et ça va pouvoir s'intégrer dans notre algorithme. Il ne faut pas considérer comme argent comptant que partir du moment où il y a un appareil d'écho, le signal va être pertinent quand il va en sortir. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, on dit toujours l'écho, ça coûte pas grand-chose. En fait, ça coûte énormément d'argent de former les gens à l'écho. En fait, le coût de la formation, il faut l'intégrer si on dit que c'est cet outil-là qui est intéressant. Si on veut qu'il soit qualitatif, il faut qu'il soit formé dans des bonnes conditions avec des critères qualité de formation. Et donc, il faut l'intégrer aussi. On peut pas dire c'est gratos. Ça coûte 1000 €. Comment ? Ça coûte 1000 € le TUSA. Oui, ça coûte 1000 €. Mais si tu veux former tous ceux qui prennent des gardes partout, en fait, c'est un coût. Et donc, moi, évidemment, l'écho, c'est topissime. Mais il faut arriver à la qualité de ce qu'on pourrait avoir pour n'importe quel autre device. Et on ne peut pas dire, comme il y a l'écho, c'est génial, on passe à côté de tous les critères qualité qu'on aurait pour un Pico, une PTIO2. Bon, bah, les vendeurs de ces matériaux-là, ils se donnent les moyens de prouver que ça fonctionne. Ça marche pour tout le monde, en fait. Ça ne marche pas en fonction du neurochir qui a posé le matériel. Ça marche tout le temps. On peut aussi dire faire l'analogie. On avait il y a 20 ans les mêmes difficultés avec la Swan, avec la capacité d'interpréter une papo. Quand on demandait au réanimateur, ça a été publié. Ça, on avait une variabilité dans la mesure de la papo. Pourtant, ça reste une pression avec une courbe. Donc, on est sûrement, on n'est pas si loin. Juste Didier, si tu me permets, avant qu'on reparte sur la cellule, on a quand même une question qui nous dit est-ce qu'on peut mesurer les résistances vasculaires systémiques avec l'échographie, soit pour voir une éventuelle vasoplégie, soit pour aider au sevrage des vasopresseurs? Est-ce que ça peut aider ça? C'est une question qui plaît à ton patron Marc Léon. Ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour sevrer les vasopresseurs? Est-ce que l'écho peut nous aider? À partir du moment où on a le débit cardiaque et la pression artérielle, on peut en déduire les résistances vasculaires, mais il n'y a pas encore sur les machines de manière courante un calcul automatisé des résistances. Mais enfin, on peut le déduire de manière assez facile et semi-quantitative, on va dire. Ensuite, il y a l'ITV, l'évolution en fait de la FEVG et de l'ITV va beaucoup dépendre de la post-charge et donc finalement de la vasoconstriction, de la vasoplégie, et on doit toujours interpréter nos résultats d'échographie en fonction de la post-charge et de nos vasopresseurs qui vont faire varier la FEVG artificiellement, donc on doit en tenir compte. Donc voilà, pour répondre à la question, de manière semi-quantitative, oui, on peut évaluer les résistances. Pour aller dans le même sens, et je descends d'un échelon, on est dans le cœur, la macro-circulation. Tu as donné des excitations potentielles sur la micro-perfusion, on va dire, plus que circulation. Micro-perfusion avec de l'écho de contraste microcirculatoire. Je trouve que c'est très important de se rappeler que la macrocirculation peut engendrer des anomalies de la microcirculation, mais que c'est pas parce qu'on aura corrigé, ou en tout cas mis dans un range de valeurs, la macrocirculation correctement, que la microcirculation va s'améliorer. Et c'est un point clé, parce que si la microcirculation s'améliore avec la macro, tant mieux, on a bien fait, mais si ça s'améliore pas, on est content au jour d'aujourd'hui parce qu'on mesure que la macro et on dit, ben voilà, je suis un excellent docteur, j'ai sauvé le patient pour les quelques heures qui viennent de se passer. Mais la maladie continue. Et ça, on le voit pas. Et par conséquent, ça me paraît être l'avenir, c'est le couplage entre la macro et la microcirculation, et probablement plus bas encore vers la cellule. Donc, je trouve que ça évolue dans le bon sens, mais attention, on est rarement cohérent entre la macro et la micro, hein. Enfin 50% simplement. Et pourquoi tu veux aller vers la cellule? Bon, écoutez, moi je vais vous dire, hein, tout ça, là, Dis-nous. tout ce qu'on voit là, c'est la conséquence du dégât cellulaire. Il n'y a pas d'autre raison. Et moi, constater que les gilets jaunes ont manifesté et qu'il y a eu des casseurs qui ont cassé, c'est bien, mais moi, j'aimerais bien prévenir. Et donc, moi, quand je fais
du monitorage, je suis obligé de le faire parce que le malade arrive grave. Donc je le fais. En anesthésie, la différence, c'est qu'il n'arrive pas forcément grave. Donc on le fait avant, on l'optimise pour que justement sa gravité au moment de l'agression soit la plus faible possible. La grosse différence, elle est là. Et ça marche en anesthésie, et ça ne marche pas en réanimation parce qu'on n'était pas là au moment de l'agression. Alors, si on n'était pas là au moment de l'agression, on arrive déjà tard. Et on voit que les choses sont sévères, les cellules sont malades. Et quand des milliards de cellules au sein d'un même organe sont malades, l'organe est malade. Quand l'organe malade est vital, le pronostic vital est catastrophique. Et donc on essaye de remonter la chaîne dans l'autre sens. Au jour d'aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de moyens pour aller dans la cellule, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde celui qui va mourir. Il est grave. Alors bon, la pression artérielle est basse, l'échographie est catastrophique. Alors on est des bons docteurs, on fait des tas de trucs et tout, on améliore. Hein. On évite d'être iatrogénique parce que c'est essentiellement ça le progrès qu'on a fait. Le reste, on est quand même un peu démunis. Et le jour où on aura la possibilité, avec des choses relativement simples, posées sur un corps, ou mis dans un estomac, ou posées dans un cerveau, ou mis dans une plèvre, ou mis sur n'importe quel organe accessible, et qui nous dira, voilà, vous avez la partie peut-être hémodynamique, vous avez la partie métabolique de cette cellule qui ne marche pas, cette partie métabolique, attention, il y a 2 marqueurs qui vous disent, c'est irréversible. Ah, là, quand c'est irréversible, c'est plus compliqué. Donc, la cellule est le primum movens de ce que l'on observe avec tous les moniteurs. Elle souffre. Et elle souffre de façon réversible ou pas, parce que c'est déjà tellement grave quand on arrive en réanimation, puisqu'on ne vient pas en réanimation quand on n'a rien, on vient quand on est grave. Et bien quand on est grave, on est déjà dans une agression cellulaire majeure. Alors, monitorer la cellule, tout le monde en rêve, mais personne ne le fait. N'empêche qu'il y a quand même des choses que les gens pourraient utiliser, qui existent, qui sont données tous les jours dans le laboratoire de biologie, qui sont finalement le fonctionnement d'un certain nombre de cellules. Quand on fait la phosphatase alcaline, on vous la donne, tout le monde s'en fout. Personne s'en sert. On vous donne les LDH. Tout le monde vous donne même des isoenzymes des LDH. L'interne est content, l'externe, je ne sais pas s'il comprend de quoi il s'agit, parce qu'il faut lui expliquer. Et on a les LDH, mais tout le monde s'en fout. Bon, très bien. Alors ensuite, on vous dit, vous avez les polynucléaires. Ah, ça, le docteur est très content des polynucléaires. Il dit, ouh là là, 20 000, ouh là là, 30 000. 30 000, c'est plus que 20 000, donc c'est plus grave. Quand il n'y en a pas de polynucléaires, c'est beaucoup plus grave que quand il y en a beaucoup. Donc finalement, c'est pas si simple. Mais les lymphocytes, vous demandez à l'interne combien il y a de lymphocytes dans le sang qu'on vous a donné tous les jours. Alors il va voir. Il revient, il dit, il y en a 800. C'est bien ça? Je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas appris qu'il faut un nombre de lymphocytes qui circulent, un nombre de monocytes qui circulent. Et pas plus et pas moins. Donc tout ça, on n'en tient aucun compte. Or, on l'a tous les jours. C'est payé, c'est dans le prix, il n'y a rien à en faire. Il n'y a qu'à l'utiliser, il n'y a qu'à regarder. Donc, soit vous pouvez regarder ce qui est déjà donné. C'est ce que j'ai marqué ici, là, le nombre des polynucléaires et des lymphocytes. On peut être plus malin, et ça, les laboratoires, pour l'instant, ne le font pas parce qu'on ne leur demande pas. Mais si vous leur demandez, ils vous disent combien ça coûte, parce qu'il faut coter, il faut que le B ramène de l'argent. Si vous avez la possibilité d'expliquer que vous avez besoin de 2 ou 3 phénotypes cellulaires, ils vont le faire. D'autant plus qu'ils vont réussir à coter correctement, ils vont même gagner de l'activité, ils vont le faire. Et vous savoir que vous avez DT4, DT8 pour le sida, tout le monde fait ça. Pour le sida, c'est admis. Mais attendez, l'immunosuppression du malade agressé en réanimation, elle est bien pire que celle du sida. Mais tout le monde s'en fout. Dans le cancer, les gens font ça. Parce que dans le cancer, on a le droit de tout faire. C'est très important. C'est majeur. Il y a beaucoup d'argent. C'est grave. On va mourir. En réanimation, c'est très grave. On va mourir très vite. Donc, évidemment, on n'a pas besoin d'argent. Non, je ne suis pas d'accord. Les choses sont communes. Le cancer et l'infection grave, c'est la même chose. Donc, monitorer la cellule, oui. Qu'est-ce qu'on veut monitorer comme cellule? Alors, le sang est-il une bonne biopsie de l'ensemble du corps humain? Parce que c'est quand même la première question. De même que l'échographie, d'ailleurs, peut dire, est-ce que l'échographie, est-ce que je vois à l'écho, c'est une bonne biopsie de ce qui se passe dans le malade? Parce que finalement, c'est une vision assez ponctuelle. Ça n'a jamais été démontré, ça.
Tout ce qu'on démontre, c'est l'écho est pas bien, plus il est pas bien, plus je vais mourir fréquemment. Ça oui. Mais en dehors de ça, est-ce que la pathologie est plus ceci ou plus cela en fonction de l'échographie? Non. Il n'y a pas de diagnostic médical associé au diagnostic échographique. Et ça nous manque terriblement, alors que là, dans la cellule, on l'a. On sait très bien quel type de cellule est altérée dans quel type de pathologie. Par conséquent, faire de l'immunité, faire du marquage tissulaire, c'est tout à fait possible. On le fait dans le liquide céphalorachidien. Moi, je trouve qu'on fait des PL. Moi, j'ai toujours appris à faire des PL. Donc, on va bien chercher localement quelque chose. On mesure dedans. Alors, vous demandez à l'interne, il vous dit, disons, combien il a de lactate dans le liquide céphalorachidien. Et là, l'interne est déstabilisé parce qu'il connaît le nombre de cellules, mais il ne sait pas le lactate. Et c'est quoi le lactate dans le cerveau? Il ne sait pas non plus. Parce qu'on ne lui a pas appris qu'est-ce que c'est que le métabolisme des cellules qui envahissent le cerveau. On fait la ponction pleurale. Vous faites des ponctions pleurales quand il y a du jus. Alors vous les faites parce que elles gênent la mécanique, quoi. On ne fait pas bien la ventilation. Mais moi, ce jus-là, c'est le jus interstitiel du poumon. C'est celui-là qui nous faut. C'est pas le broncho-alvéolaire lavage qui est complètement artificiel. C'est celui-là qui sort du poumon. Vous le prélevez, vous le regardez, et avec des choses très simples, on sait si c'est très inflammatoire ou pas, et on va savoir si c'est un mécanisme hydrostatique pur ou pas hydrostatique pur. Donc finalement, des choses que l'on a tous les jours. L'urine, vous la regardez, faites le iono-urinaire, mais c'est tout. La cristallurie, on la fait pas. On l'a fait dans le temps quand il y a la science rénale, quand vous n'étiez même pas né. Et moi, j'étais à peine au biberon. Maintenant, on n'en fait plus. Alors que la cristallurie est fondamentale. Si vous avez des urates, vous savez qu'il y a eu de la lésion tissulaire et que les cellules ont été nécrotiques et qu'elles ont été métabolisées. Vous avez plein d'urates dans l'urine. Et ça vous donne une activité destructive des cellules. Et puis, c'est un activateur de l'inflammation majeure au niveau du rein. Tout le monde s'en fout. Or, on l'a, c'est dans le prix. C'est réglé, il n'y a pas à dépenser un centime de plus. Alors, si on va dans l'immunité, deuxième niveau, on ne discute pas à ce moment-là de l'organe, mais des cellules de l'inflammation. Ben, l'inflammation, c'est notre problème. Tout est inflammatoire. La réanimation intensive care, ça n'existe pas. C'est inflammatory care. Acute inflammatory care. Tout est inflammation. Alors, on espère que ça va s'arranger. On enlève un truc qui gênait. On met un médicament antibiotique, on fait une chirurgie parce que c'était infecté, et puis on croise les bras en espérant que ça va s'arranger. Puis nous, on met l'ensemble des choses d'équerre pour que les conditions de récupération soient les meilleures. Mais on n'intervient pas vraiment dans le cœur du mécanisme des choses. Et maintenant, il va falloir s'en occuper. On ne peut pas faire ce deuil-là. Les cancérologues le font, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et si c'est vrai pour le cancer, ça doit être vrai pour nous, sauf qu'il faudra faire plus vite. C'est ça le problème, c'est qu'il faut que le laboratoire fonctionne après 16h30, y compris le samedi et le dimanche, même pendant le match France-Galles que l'on a perdu. Voilà. C'est juste pour situer ceux qui verront le replay, c'est que l'émission a lieu en direct le 2 février et qu'on vient de perdre contre l'équipe de Galles, ouais, malheureusement. Lamentablement. Ouais. Mais là, tu dis plein de choses qui sont très très intéressantes, mais il n'y a pas que le laboratoire qui doit être ouvert après 16h30 si on veut faire de l'inflammation en réanimation. On n'a pas de staff, on n'a pas d'anapathe, on n'a pas des collègues pour discuter quand il est 2h du matin qu'il y a un choc septique, donc il faut réagir tout seul. Et on sait que c'est une des limites de la médecine personnalisée en réanimation, c'est qu'on est tout seul à la faire. La plupart du temps, on n'a pas de discussion possible ou peu, parce qu'on n'a pas le temps. Donc comment on fait? Là, tu nous as dit qu'il faut regarder les jus de poumon dans la plèvre, il faut regarder, mais qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde dans l'inflammation et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui? Moi, je trouve ça assez simple. L'inflammation, c'est quoi? C'est la stimulation d'un certain nombre de cellules qui vont avoir des fonctionnalités d'inflammation, de marqueurs, de médiateurs. C'est également une modification profonde du métabolisme de la cellule. Cette cellule change complètement sa façon de faire. Je vais y dire un mot là-dessus. Et c'est en même temps les modifications profondes de la coagulation. Bon, quand on a intégré ces trois facteurs, à savoir l'inflammation par l'immunité, l'inflammation par le métabolisme et l'inflammation par la coagulation, on a fait les trois branches majeures de l'inflammation. Ça, vous envoyez au laboratoire des données de coagulation, on envoie au laboratoire des recherches de cellules. Quand vous dites, j'ai toujours fait ça, faut envoyer un bout en microbio, un bout en biochimie, un bout en anapathe. Alors c'est vrai que à partir d'un certain horaire, on n'en voit plus, mais c'est quand même ça qu'on fait. On n'en tient pas compte parce que quand ça revient, le malade a déjà
enfin, si j'ose dire, il a évolué depuis longtemps. Soit il s'est amélioré, soit il est plus là, et donc le résultat est moins intéressant. N'empêche que c'est quand même là que ça se passe, et qu'il va peut-être falloir que nous fassions du bedside, de la mesure grossière, pas sophistiquée, mais du laboratoire bedside, décentralisé, parce qu'autrement on va pas y arriver. Évidemment qu'on va pas y arriver. Et je trouve que dans les pays anglo-saxons, qui ont cette capacité à pouvoir être pragmatiques et dire, voilà, on va mettre un pharmacien pour ça, on va mettre un biologiste pour ça, et vous avez quelqu'un H24 qui fait le boulot. Nous, c'est compliqué parce qu'il reste dans la pharmacie, il reste dans le laboratoire, il ne viendra pas, sauf parler avec vous et vous présenter les résultats, mais il ne va pas faire membre de l'équipe. Ça, c'est une conception d'organisation de travail qu'il va falloir peut-être discuter si véritablement le sujet est d'importance. Alors, on a mesuré, le seul truc qu'on mesure au jour d'aujourd'hui, auquel tout le monde croit, c'est le lactate. Ah, Mr. Lactate, nice to meet you. Et le lactate, tout le monde dit, à 95%, quand il est élevé, c'est que j'ai pas bien perfusé les tissus du malade. Et donc, je fais l'échographie, et donc je vais regarder avec mes outils si jamais ça circule pas bien, si j'ai pas fait de bêtises. Vous n'avez pas fait de bêtises. C'est que le lactate, la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec l'hypoperfusion. C'est surtout ça le problème. C'est que le lactate, il vient pas de l'hypoperfusion 90 fois sur 100. Il vient d'un shift métabolique de la cellule qu'on appelle l'effet Warburg. Ce monsieur Warburg, 19e siècle, il a montré que la conservation de glucose dans une agression tissulaire augmentait de 400% et que c'était aérobie. Ça n'est pas anaérobie, c'est aérobie. Et donc, quand on comprend que le lactate est un marqueur de stress et donc pas un marqueur de perfusion, on commence à discuter des choses où on peut approcher la cellule grâce au lactate. Voilà. Merci beaucoup Didier.